Les matinales de KPMG. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mardi 4 mai 2021 sur les ondes de Radio KPMG pour notre traditionnelle matinale destinée à faire le tour de l'essentiel de l'actualité comptable et financière du mois d'avril. Nous espérons que vous allez bien, ainsi que vos proches. Au micro, mais à distance toujours, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Le règlement européen sur la protection des données personnelles soufflera, le 25 mai prochain, sa 3e bougie. Oui Hélène, et ce sujet revêt une importance accrue en cette période de télétravail et de recrudescence des cyberattaques. Aujourd'hui, au travers de notre dossier du mois, nous dresserons un bilan des 3 premières années d'application de ce texte, également connu sous le terme plus barbare de RGPD. Pour ce faire, nous avons convié Jean-Paul Boistard, le Data Protection Officer de KPMG France. Mais commençons tout de suite avec le journal de la rédaction. Le journal. À la une ce mois-ci, dans l'actualité réglementaire, la publication du rapport annuel de l'ESMA sur ses activités de supervision de la régulation européenne en matière d'information financière et également un communiqué de l'autorité des marchés financiers sur le cadre de cotation en France des SPAC, l'acronyme de Special Purpose Acquisition Companies. Et puis en fin de journal, nous ferons le tour des principales publications KPMG parues en avril. Commençons avec l'actualité réglementaire. Le 6 avril dernier, l'ESMA, le régulateur européen, a publié son rapport annuel, Laurent, sur ses activités de supervision de l'information financière. Tout à fait Hélène. Comme chaque année, dans le cadre de leur mission de supervision, les régulateurs européens ont revu les états financiers IFRS de certaines sociétés cotées, en l'occurrence plus de 700 entités en 2020, ce qui les a conduits à des actions à l'encontre de 265 d'entre elles. Par ailleurs, ils ont engagé environ 130 actions complémentaires dans le domaine de l'information non financière et ensuite de la présentation, dans les rapports annuels, des mesures alternatives de performance. Sans être grand clair, on peut supposer qu'en 2020, la principale préoccupation du régulateur européen a été la crise sanitaire et ses effets sur les états financiers. Effectivement, les efforts de l'ESMA en 2020 se sont concentrés sur la promotion de la transparence des informations sur les effets de la pandémie Covid-19 et la réalisation d'une étude sur les communications faites à ce titre dans les états financiers semestriels. Enfin, le régulateur européen s'est aussi intéressé à l'harmonisation de l'application d'IFRS 16, la norme sur les contrats de location, et d'IFRS 15 sur les revenus tirés des contrats avec les clients. En 2020, les autorités de contrôle européennes ont aussi poursuivi leur contrôle des informations non financières sur les questions environnementales, sociétales et de gouvernance avec l'examen de 737 états non financiers, soit 37% du nombre total estimé d'émetteurs tenus de publier une déclaration non financière. 5% des sociétés contrôlées doivent d'ailleurs entreprendre des actions dans ce domaine, ce qui est fait. Enfin, un peu plus de 600 rapports annuels ont été examinés par les régulateurs pour évaluer la conformité de la présentation et de la publication des mesures alternatives de performance aux lignes directrices de l'ESMA en la matière. Un sujet sensible que nous avons souvent abordé dans cette émission. Et cette année, en 2021, quels seront, Laurent, les grands sujets examinés par l'ESMA et les autres régulateurs européens ? En 2021, ils se focaliseront sans surprise sur le niveau des informations fournies sur la pandémie de Covid-19, notamment au titre d'IS 1, la présentation des états financiers, d'IS 36, la dépréciation des actifs, et d'IFRS 9 et 7 en matière d'instruments financiers, ainsi que d'IFRS 16 sur les contrats de location. L'ESMA poursuivra également la surveillance d'autres activités, comme la mise en œuvre du règlement européen sur le format électronique unique, c'est-à-dire les EF. Enfin, en ce qui concerne le reporting non financier, l'ESMA s'intéressera aux impacts de la pandémie Covid-19 ainsi qu'aux questions sociales, au business model, à la création de valeur et aux risques liés au changement climatique. Des sujets sur lesquels les entreprises doivent être particulièrement vigilantes, notamment dans la perspective de leur prochain arrêté semestriel. Restons dans l'actualité réglementaire et intéressons-nous quelques instants au communiqué de l'AMF paru le 15 avril dernier sur les SPAC,
SPAC signifiant Special Purpose Acquisition Companies. Alors Laurent, il est tout d'abord indispensable d'expliquer à nos auditeurs qui l'ignoreraient ce qu'est une SPAC. Pour l'expliquer simplement, disons que les SPAC, qui signifient, vous l'avez dit Hélène, Special Purpose Acquisition Companies, sont des sociétés nouvellement constituées, dépourvues d'activités opérationnelles, qui s'introduisent en bourse afin de lever des fonds destinés à financer une ou plusieurs opérations d'acquisition non encore identifiées à la date de l'introduction en bourse. Et pourquoi l'autorité des marchés financiers a-t-elle estimé nécessaire de communiquer sur ce sujet ? Compte tenu de l'essor des projets d'introduction de SPAC à la Bourse de Paris depuis le début de l'année 2021, l'autorité a souhaité rappeler le cadre juridique et réglementaire en vigueur en France permettant d'accueillir la cotation des SPAC à Paris, tout en offrant une protection appropriée aux investisseurs. Dans son communiqué, l'autorité revient également sur les modalités d'instruction des prospectus d'introduction en bourse de ces véhicules par ses soins et de leur cotation sur Euronext Paris. Enfin, l'AMF précise les points sur lesquels elle apportera son attention dans ce contexte. Quelques mots maintenant d'actualité juridique en cette période où les assemblées générales battent leur plein et où la pandémie est toujours présente. En effet, Hélène, cette année encore, eu égard au contexte sanitaire, les AG peuvent se tenir à huis clos jusqu'au 31 juillet 2021, en prenant certaines précautions d'usage. À cet égard, nous vous recommandons d'écouter ou de réécouter dans notre application mobile Note matinale de mars dernier. Un autre sujet commence également à émerger parmi les résolutions des assemblées générales 2021 des sociétés cotées, le Say on Climate. C'est pourquoi nous avons demandé à Jean-Jacques Dègre, membre du conseil scientifique de KPMG Avocats, de nous en dire l'essentiel. Vous retrouverez sa chronique sur kpmg.fr ou dans notre application Radio KPMG. Un autre sujet clé pour ces assemblées générales 2021, Laurent ? Oui, Hélène, la question de la distribution de dividendes est cette année encore prégnante. Ne pas distribuer, distribuer moins ou distribuer normalement, étant précisé que la maîtrise des dividendes appartient uniquement aux sociétés. Dans ce domaine, le droit ne trouve à s'appliquer que dans les excès, c'est-à-dire l'absence de distribution, la distribution excessive. Et à ce propos, nous vous recommandons la lecture de la publication de KPMG Avocats, qui est à retrouver sur leur page LinkedIn. Et c'est une excellente transition. Avant de clôturer ce journal, quels sont vos autres conseils de lecture, Laurent ? Parmi les principales publications de KPMG, au-delà du traditionnel numéro d'IFRS en bref du mois d'avril, je signalerai à nos auditeurs la lettre de la gouvernance d'avril 2021. Nos auditeurs y trouveront des réflexions fort utiles en cette saison d'Assemblée générale, notamment en ce qui concerne l'évolution des modes de gouvernance dans les sociétés du CAC 40, la question de la mixité, le sujet du Say on Climate, ou encore l'activisme actionnarial. Et toutes nos publications sont à retrouver, bien entendu, sur kpmg.fr. Allez également sur notre page internet, vous y découvrirez le blog que KPMG France vient de lancer. Vous pourrez y consulter tous nos points de vue et analyses pour inspirer et impulser le changement. Ce journal de la rédaction est maintenant terminé et je vous retrouve dans un instant avec notre invité. Le dossier du mois. Le règlement européen sur la protection des données personnelles, connu sous le doux acronyme RGPD, s'applique depuis mai 2018. Nous avons régulièrement évoqué ce sujet sur nos ondes avec Vincent Marais, associé KPMG et responsable de l'offre de KPMG France dans ce domaine. KPMG n'échappant pas à cette réglementation, il nous a semblé pertinent de convier aujourd'hui le Data Protection Officer de KPMG France, Jean-Paul Boistard, pour dresser un bilan de ce texte 3 ans après son entrée en application. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Je le disais donc, depuis le 25 mai 2018, le RGPD est entré en vigueur et s'applique à toutes les entreprises dont la plupart ont dû désigner un Data Protection Officer, ou en français dans le texte, un délégué à la protection des données. En ce début d'entretien, il est sûrement utile, Jean-Paul, de préciser en quelques mots votre rôle et vos responsabilités en tant que Data Protection Officer. Le DPO est à la fois le chef d'orchestre de la mise en conformité RGPD et le fameux mouton à 5 pattes. Il doit avoir un œil sur tout, mais il ne peut pas tout faire. Il a besoin pour cela de la contribution de tous, car il s'agit bien dans ce domaine de l'affaire de chacun d'entre nous.
Le DPO est là pour conseiller le responsable de traitement des données qui, au regard du règlement, est le seul responsable en cas de non-respect. Il veille aussi à la mise en œuvre de ces recommandations. Enfin, il doit, en cas de non-conformité, alerter le responsable de traitement et proposer un plan d'action. Les équipes de la direction financière, les ressources humaines, l'IT, la sécurité informatique, les métiers bien entendu, le marketing ou encore les équipes juridiques nous consultent régulièrement. Avant tout, je dois bien comprendre le contexte de leur demande et apporter des solutions adaptées. Le DPO doit avoir une vision 360 de l'entreprise. C'est indispensable. Le DPO doit donc disposer d'une vue d'ensemble de l'entreprise et il interagit avec ses principaux acteurs. 3 ans après l'entrée en vigueur de cette réglementation, comment qualifieriez-vous le niveau de maturité des entreprises françaises dans ce domaine, Jean-Paul Boistard ? Globalement, les entreprises ont gagné en maturité et ont une meilleure compréhension des enjeux stratégiques du RGPD. C'est ce qui ressort des échanges que j'ai avec mes homologues. Un événement a certainement contribué à cette prise de conscience. Le 16 juillet dernier, la Cour de justice de l'Union européenne, appelée la CJUE, a invalidé le système qui encadrait les transferts de données personnelles vers les États-Unis. Cette décision a eu un impact majeur pour de nombreuses entreprises puisqu'il leur appartient désormais d'évaluer le risque au cas par cas et de mettre en place des mesures complémentaires pour assurer la sécurité de leur transfert de données à un niveau identique au RGPD. Les récentes sanctions financières infligées par la CNIL ont également participé à la prise de conscience des entreprises. Enfin, lors de la phase de contractualisation avec les clients et les fournisseurs, ce que je constate de plus en plus, c'est qu'ils entendent rester dans leur rôle, soit de responsable de traitement, c'est-à-dire la partie qui donnera des instructions à l'autre partie, ou de sous-traitant, celui qui recevra les instructions du responsable de traitement. À cet égard, les différentes lignes directrices, les recommandations ou les bonnes pratiques que publie le Comité européen de la protection des données, ainsi que la CNIL, nous aident à atteindre cet objectif. On peut donc affirmer que les entreprises se sentent maintenant concernées par ce sujet et en maîtrisent mieux les enjeux. C'est rassurant. Alors, vous nous l'avez dit en préparant cette interview, il reste toutefois un peu de chemin à parcourir pour espérer dire que l'entreprise remplit tous les critères de conformité. Oui, Hélène, nous sommes passés de la phase de construction à la phase d'exécution. Il faut délivrer les chantiers, maintenir le plan de mise en conformité, continuer à mobiliser les équipes et garder le bon niveau de vigilance sur les risques. De nombreux chantiers nécessitent d'être réexaminés régulièrement, au premier rang desquels le registre des traitements, le fameux registre prévu à l'article 30 du RGPD et qui est la pierre angulaire du dispositif. Pour cela, il faut travailler avec les métiers et les fonctions support, identifier les nouveaux services qui ont été créés depuis la précédente évaluation et dérouler tout le processus. Quelle est la finalité des données collectées? Quelles sont les personnes concernées par ce traitement? Quel type de données? Existe-t-il des transferts? Etc., etc. Autre point important, le registre des sous-traitants. Chaque fournisseur et chaque sous-traitant doivent être réévalués régulièrement pour s'assurer qu'ils fournissent toutes les garanties en matière de protection de données personnelles. En cas d'incident, le responsable de traitement et le sous-traitant peuvent être conjointement tenus responsables, comme le montre d'ailleurs une des dernières sanctions de la CNIL. Il faut donc maintenir le cap, ne pas baisser la vigilance, rester concentré sur les risques et continuer de mobiliser toutes les ressources. En résumé, le RGPD n'était pas une affaire de quelques mois, mais bien un projet à part entière que les entreprises semblent avoir désormais intégré dans leur plan stratégique de transformation. D'ailleurs, c'est ce qui ressort également de l'étude menée récemment par Vincent Marais et ses équipes en charge d'accompagner nos clients sur les sujets RGPD et de cybersécurité. Cette étude, vous la retrouverez bientôt sur kpmg.fr et nous la mettrons également dans l'application de Radio KPMG. Depuis plus d'1 an, nous vivons au rythme de la pandémie. Le télétravail s'est généralisé pour les activités télétravaillables. Les entreprises se sont fortement digitalisées. On imagine, Jean-Paul Boistard, que ces évolutions ont influé sur la collecte des données personnelles et leur protection, notamment dans le cadre de la résurgence des cyberattaques observées au cours des derniers mois. Vous avez tout à fait raison, Hélène. Travailler à distance ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des données, dans son ensemble. D'autant plus, on le constate, les cyberattaques ont explosé ces derniers mois. Pour assurer la continuité du service, l'acquisition d'outils en SaaS, Software as a Service, devient la règle, mais cela doit se faire en menant une analyse de la solution en matière de stockage de données,
de transfert de données et vérifier si le fournisseur a recours à de la sous-traitance ultérieure. En travaillant chez soi, on peut aussi parfois être moins vigilant. Par exemple, lors d'un envoi de fichiers avec des données personnelles, et parce que c'est urgent, on veut aller vite, on utilise la messagerie sans utiliser l'outil de transfert de fichiers validé par le service informatique. Pour cela, il faut se dire qu'à la maison, c'est comme lorsque l'on est au bureau, et la mise en place d'une campagne de sensibilisation, en mettant en scène des cas simples et concrets, peut s'avérer très utile. Un des autres grands risques de la protection des données personnelles concerne les violations de données. Microsoft ou LinkedIn en ont été victimes avec des impacts très négatifs sur leur réputation. Quels sont les bons réflexes à avoir si un tel incident se produit au sein d'une entreprise ? La violation de données dans le règlement est définie comme étant, je cite, une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données. Cette phrase est longue, mais tous les mots sont importants et nécessiteraient de s'y arrêter un long moment. En résumé, lorsque vous êtes par exemple à l'origine d'une violation de données, lors de l'envoi d'un mail contenant des données personnelles à un mauvais destinataire, le premier réflexe à avoir est de contacter immédiatement son support informatique. Expliquer aux techniciens ce qui s'est passé, en indiquant la date à laquelle s'est passé cet incident, en donnant des précisions sur le contenu du fichier. Est-ce que ça concernait des clients? Est-ce que le fichier contenait la liste du personnel? Indiquer aussi la volumétrie. Il faut fournir le maximum d'informations. Dans le cas où vous recevez un fichier auquel vous n'auriez pas dû avoir accès, c'est également un cas de violation de données. En cas de non-respect du règlement européen sur les données personnelles, des sanctions lourdes sont prévues, 4% du chiffre d'affaires mondial de l'exercice précédent ou 20 millions d'euros pour les cas les plus graves. En France, c'est la CNIL qui est chargée de contrôler les entreprises dans ce domaine. Comment se classe notre pays, Jean-Paul Boistard, parmi les bons élèves ? Alors je le disais tout à l'heure, c'est un élément que les entreprises redoutent particulièrement car cela a un impact sur leur image et leur réputation. Du point de vue des sanctions, la CNIL n'a pas baissé sa vigilance. Et en décembre 2020, Google et Amazon ont écopé d'une amende de 135 millions d'euros au motif que des cookies étaient déposés sans le consentement préalable des personnes. Un responsable de traitement et son sous-traitant ont été condamnés à une amende de 225 000 euros pour ne pas avoir pris des mesures suffisantes en matière de sécurité. Mais attention, les grands noms du commerce ne sont pas les seuls concernés par ces sanctions. 2 médecins, une start-up avec 2 salariés ont aussi été condamnés par la CNIL. En Europe, le montant total des amendes en 2020 s'élève à plus de 306 millions d'euros, dont 138 millions d'euros infligés par la CNIL. Avec l'Italie, cela représente 64% du montant total des amendes. On peut donc dire que la France joue pleinement son rôle en tant que régulateur de la protection des données personnelles. A contrario, l'Irlande figure au dernier rang du classement avec seulement 630 000 euros d'amende. Justement, quels conseils pouvez-vous prodiguer aux entreprises pour améliorer leur conformité au vu de votre pratique quotidienne et tirer aussi le meilleur parti de cette réglementation ? Comme je le disais tout à l'heure, les entreprises ont beaucoup appris durant ces 3 dernières années de RGPD et avec la loi informatique et liberté, bien entendu, car elles ont été confrontées à la mise en pratique de la réglementation. De mon point de vue, il convient d'embarquer toute l'organisation dans cette démarche, en commençant par le responsable de traitement. Aller au-devant de toutes les équipes, écouter, poser des questions, expliquer et essayer autant que possible de faire en sorte que le RGPD se transforme en opportunité. Et surtout avec les équipes métiers, en leur expliquant comment on peut en tirer le meilleur parti. La protection des données personnelles doit être un gage de confiance vis-à-vis de ses clients, de ses fournisseurs et des salariés de l'entreprise. Depuis le début de cet entretien, nous évoquons la réglementation européenne sur la protection des données personnelles. Cependant, ce texte n'est pas universel. Les États-Unis, par exemple, où sont situés de très nombreux acteurs majeurs, comme les GAFAM, pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ou de Batix pour la Chine, tous ces acteurs disposent, et tous ces pays disposent d'une réglementation moins exigeante. Comment les entreprises qui interagissent dans différents pays du globe peuvent-elles donc se prémunir en matière de données personnelles ? Depuis 2016, il existait un accord connu sous le nom Privacy Shield, une sorte de bouclier de protection des données en français, entre l'Union européenne et les États-Unis, dont l'objectif était de protéger les données des citoyens européens lorsque ces données étaient transférées, stockées et traitées
par des sociétés basées aux États-Unis. Alors, suite à une plainte d'un citoyen autrichien nommé Maximilian Schrems contre Facebook, le 16 juillet 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a annulé le Privacy Shield au motif que les données personnelles transférées et stockées aux États-Unis ne pouvaient pas être garanties à un niveau de protection aussi élevé que celui prévu par le RGPD. Dans ces décisions, la Cour de justice indique qu'il appartient désormais aux entreprises de mettre en place des mesures complémentaires afin d'apporter les mêmes garanties. Et donc, où en sommes-nous 9 mois après cette décision ? Alors tout d'abord, la CNIL devrait bientôt approuver le nouveau jeu de clauses contractuelles type que l'EDPB a publié le 15 janvier dernier. Les entreprises devront ensuite analyser ces nouvelles clauses et en évaluer l'impact dans leur organisation. À cet égard, il faut également signaler à nos auditeurs la décision du Conseil d'État sur l'affaire qui opposait Doctolib à des patients et des médecins. Dans cette décision, le juge a estimé que la protection des données était suffisante dans la mesure où Doctolib avait mis en place un dispositif de sécurisation des données reposant sur un tiers de confiance situé en France, et ce, afin d'empêcher la lecture des données par des tiers. Cette décision est en ligne avec le projet de clause contractuelle type publié par la Commission européenne. Cet entretien va toucher à sa fin, Jean-Paul Boistard. En conclusion, vous diriez en quelques mots ? La conformité RGPD se construit au jour le jour avec le DPO et les équipes sur le terrain. Il faut aussi mener régulièrement des audits afin d'évaluer si vos recommandations en tant que DPO ont bien été suivies et appliquées. Rester à l'écoute de l'actualité et des évolutions éventuelles de la réglementation et évaluer l'impact dans l'organisation. Enfin, pour atteindre l'objectif de la conformité, mettez en place un programme de sensibilisation et de formation. Un grand merci à vous, Jean-Paul Boistard. Nos équipes, emmenées par Vincent Marais de KPMG Advisory, sont à votre disposition pour vous accompagner dans le domaine de la protection des données personnelles au sein de votre entreprise. Cette émission touche maintenant à sa fin. Prochain rendez-vous sur les ondes de Radio KPMG, le mardi 1er juin prochain. Excellente journée à tous. Les matinales de KPMG.